On admire la force, on applaudit la discipline, on célèbre la performance, mais à quel prix? Derrière les sports de combat, il y a des corps poussés à l'extrême, des silences, des culpabilités et bien sûr des combats invisibles. Dans cet épisode, Cécile Giornelli parle sans détour de poids, de cutting, de TCA et de la santé mentale chez les combattants. Un échange fort à ne pas manquer, bientôt dans Hors du ring. Bonjour Cécile. Bonjour Mathilde, ça va? Oui, ça va et toi? Merci d'avoir accepté mon invitation dans Hors du ring. Je suis ravie de d'accueillir l'experte de la nutrition dans les sports de combat. Est-ce que justement tu peux nous parler de ton parcours et nous expliquer ce qui t'a amené à te spécialiser dans la nutrition des sports de combat? Bon déjà merci, d'avoir, pensé à moi pour cette chouette invitation et merci pour les échanges préalables qu'on a eus parce qu'ils étaient, passionnants. Donc j'espère qu'on saura Merci restituer à toi. ça, dans le cadre de ce podcast, pardon. Et pour me présenter, alors, mon parcours, c'est un parcours de circonstances, hem, d'opportunités, pas d'opportunisme, mais d'opportunités, de prise de conscience qu'il y avait des choses à faire dans l'univers, de la nutrition des sports de combat et de réaliser justement, combien il n'y avait rien, combien c'était un terrain absolument vierge sur un pilier de performance qui, à mon sens, est incontournable. Donc Oui, pour faire court oui, vas-y, oui, vas-y. parce que tu as été combattante. Oui, je l'ai été, j'ai grandi, en gros, dans l'univers des arts martiaux puisque mon papa était professeur de karaté, 6e dan. Moi-même, toute petite, j'ai commencé, sur un tatami. Hem, la Ce que l'on voit là-haut, je te disais, c'est une ceinture noire que l'on m'a offerte. Donc les pratiquants d'arts martiaux le savent, on n'offre pas une ceinture. Donc c'est, suite à une longue amitié qui est une des valeurs fondamentales, hein, dans le code moral du karatéka. Hem et donc, le karaté que j'ai pratiqué pendant plus de 20 ans, dont 15 ans de compétition, un peu plus d'une dizaine d'années d'arbitrage aussi en parallèle de la compétition et je trouve ça fascinant d'ailleurs l'arbitrage permet d'encore mieux comprendre les Bien mécanismes, sûr. les repères, tout ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ça, c'est pour la partie vraiment, une grande partie de mon enfance jusqu'à ma vie de jeune adulte, donc de mes 5 à 25 ans. Je suis allée jusqu'à mon 3e dan de karaté. À l'époque, j'étais même la plus jeune, femme à avoir obtenu, ce grade-là. Et ensuite, mon parcours professionnel qui à l'époque n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, puisque je vendais des ascenseurs et j'étais ingénieure, commerciale. Donc, Rien à voir, rien à effectivement. voir. Je travaillais chez le numéro 2 pour le numéro 2 mondial, pardon et j'ai été mutée à 900 kilomètres de ma région d'origine et donc j'ai eu à recréer tout un réseau dans le sport, on va dire, chercher d'autres clubs et cetera et le karaté, ça a été très compliqué pour moi de retourner au karaté pour 2 raisons. La première est qu'à l'époque, j'avais besoin de quelque chose de plus, hem, concret, justement un petit peu moins martial, un petit peu plus terrain, un peu plus street. J'étais dans une recherche d'efficacité que le karaté, pour moi, ne m'apportait plus, à ce moment-là et aussi quand on grandit dans un club pendant plus de 20 ans, que ça devient sa famille, c'était C'est compliqué. difficile. C'était compliqué, je suis tombée dans des clubs excellentissimes, hein, même limite meilleurs, mais c'était pas celui de mon papa. Oui, Donc c'est j'ai pas bifurqué. pareil. Voilà, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait pendant 3 4 ans du Krav Maga, j'ai fait, du pied-point, du MMA et après il y D'accord. a eu un switch total, avec une reconversion professionnelle dont on va parler, j'imagine. Fait. En quoi ton propre vécu, justement, dans les sports, de combat, ont influencé, a influencé, ta vision, du poids, du corps, de la performance? Je suis plutôt à contre-courant, Mathilde, donc tu vas avoir beaucoup de réponses à contre-courant. L'influence majeure de mon vécu, c'est, je m'excuse si c'est un petit peu, voilà, brut de pomme, mais Ouais, c'est de foutre la paix aux gens. C'est-à-dire que on va avoir beaucoup de personnes qui exercent un métier similaire au mien, c'est-à-dire dans la diététique, la nutrition, qui vont sans cesse monitorer, être sur le dos des athlètes et ça très tôt lorsque j'ai commencé.
dans la mesure où moi je ne supporte pas qu'on soit sur mes côtes. Mmh. Heu, je suis quelqu'un d'extrêmement, autonome, j'aime comprendre, j'aime apprendre. C'est exactement ça que j'ai voulu restituer, envers les athlètes et je pense, sans vouloir me vanter, mais avec le recul, que c'était la bonne approche puisque lorsque j'ai commencé, moi je suis pionnière, hein, dans la Mmh. nutrition des sports de combat, ça fait bientôt 15 ans que je fais ça. Les athlètes, encore aujourd'hui, 15 ans après, voient ça comme une contrainte, alors imagine il y a 15 ans. Donc si en plus, je venais chaque semaine ou voire chaque jour, monitorer, dire: «Tu mangé quoi? T'as fait ci, t'as fait ça». Non. Donc, finalement, je pense que mon vécu a surtout permis d'avoir une approche particulière, un oui, une façon d'aborder le métier assez à contre-courant, de confrères et consoeurs. D'accord. Avec le recul, hein, c'est hyper intéressant ce que tu es en train de nous raconter. Qu'est-ce qui a justement le plus évolué dans ta manière d'accompagner les athlètes, aujourd'hui? Il y avait déjà, heu, tu as déjà changé, pas mal de choses et est-ce que tu as encore changé, des choses au fil du temps? Bah, j'ai encore changé, cette semaine. Je Alors, il y a des choses que j'ai modifiées d'un point de vue connaissance. Il est bien évident que durant toutes ces années, les études, les analyses, hem, indépendamment des sports de combat, sur le corps, sur la santé, sur la nutrition, nous avons des mises à jour. Donc d'un point de vue purement études scientifiques, connaissances, il faut se mettre à jour, ça fait partie de nos métiers. Exemple typique, à l'époque, on considérait qu'un shaker de protéines devait être pris dans une fameuse fenêtre, qui durait à peu près 30 minutes, derrière un entraînement assez intense. Depuis donc et ça, toute la, comment dire? Toute la culture, toute la littérature scientifique s'accordait pour dire cela. Mmh. Donc je j'allais pas à contre-courant de de ces études. Pour autant, depuis, ça a été largement, revu, remis à jour. Et donc il est évident que là aussi, on doit se mettre à jour. Donc c'est pas suivre des modes ou des tendances, hein, je suis pas en train de parler de Mmh. ça, je parle, Bien voilà, sûr. d'études. Donc il y a déjà une mise à jour juste personnelle en termes de technique pure et après dans l'approche, dans le rapport one one, bien sûr, il y a des modifications parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que entre ce que l'on a dans la tête, qui est absolument clair, et ce que l'athlète reçoit, tu sais, c'est une question de communication. Et Mmh. là encore, c'est pas forcément propre à mon métier. Entre ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai vraiment dit, ce que tu as entendu et ce que tu as cru entendre, voilà, tu la D'accord, il y connais, a hein, un tu dans monde. la Oui, oui, il y a un communication. monde. Ouais. Il y a un monde. Et lorsqu'on est sur une dimension stratégique, parfois pas au gramme près, mais on est sur de la nutrition qui n'est pas la nutrition de monsieur et Mmh. madame tout le monde, d'accord? On travaille sur le poids de corps, donc le poids est un outil de travail. Donc lorsqu'on est sur des stratégies comme ça très, très fines, il est évident qu'on ce que l'on a en tête doit être, le plus parfaitement compris, aligné avec ce que l'athlète va mettre en Mmh. place. Et donc là où j'ai beaucoup, travaillé, réfléchi, c'est comment faire pour que le message, tout soit compris. Donc ça a été un très, très gros travail et ensuite, pardon, un autre, travail que j'ai mis en place, c'est comment rendre les athlètes autonomes. Autonome, c'est important. Ça, c'était très important parce que c'est bien beau de dire, «Je te flique pas». Il y a une responsabilité Mmh. et donc l'autonomie est passée par, beaucoup de pédagogie, même d'andragogie, hein, on est chez les adultes, donc d'andragogie, Mmh. qui sont des ressorts d'apprentissage qui n'ont rien à voir avec la pédagogie dédiée aux enfants. Des explications, de l'éducation finalement, sur qui fait quoi Mmh. et surtout, vraiment casser des croyances puisque encore hier, hein, j'ai changé avec un athlète que j'ai en suivi, c'est un des derniers que j'ai en Mmh. suivi et il me disait: «Voilà Cécile, j'ai entendu ça, ça, ça». Ce qui est ce qui peut être vrai dans, le fitness, monsieur et madame tout le monde et cetera, mais sur un athlète de haut niveau, c'est tout l'inverse. Ça marche pas. Voilà, donc il y a un travail comme ça par étapes, il y a des couches, des sous-couches et on avance.
D'accord. Alors justement, on va parler de poids. Dans de nombreuses disciplines, il y a des athlètes qui descendent de 6 à 7 kilos parfois. Quels sont les impacts physiques, mentaux et émotionnels d'un écart qui est aussi important? Je vais juste me permettre de préciser quelque chose. Quand ils descendent de 6-7 kilos, et ça peut être même bien au-delà, hein, ça Mmh. peut aussi être moins, hein. C'est pour rentrer dans leur catégorie, Catégorie. puisque c'est une culture dans les sports de combat, de ne pas combattre à son poids de pesée. Maintenant, en fonction des sports de combat, parce qu'il y en a pléthore, la culture est plus ou moins ancrée avec des contrastes plus ou moins forts. Exemple, dans le MMA, dans les sports dits de préhension, donc au sol comme la lutte, on peut avoir des deltas de poids très importants, là où d'autres sports de préhension comme le judo ou le JJB, qui ont une réglementation qui ne permet pas ces écarts de poids, du coup on a des écarts moindres. Et même chose dans le karaté, dans le taekwondo, on n'a pas une tradition de la perte de poids très, très importante. Donc déjà, c'est important de recadrer et mmh, aussi peut-être pour tes auditeurs qui ne seraient pas habitués à tout Mmh. cela, c'est pas pour changer de catégorie. C'est pour rentrer dans leur propre catégorie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on s'entraîne à l'année sur un poids, de plus réduit, on peut moins développer des qualités physiques. Donc ça peut D'accord. avoir du sens de s'entraîner, d'être à l'année sur un poids de ce qu'on appelle un poids de forme, légèrement supérieur à son poids de pesée. Mais quand on est à 7 kilos où tu dis, voire plus, on n'est pas, sur un poids de forme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un écart Alors qui est énorme. bien sûr. Et en plus, ce qu'il faut ramener, c'est la proportion. C'est-à-dire que 6-7 kilos chez une féminine qui fait 55, Mmh. 56 à l'année ou chez quelqu'un qui fait 110, c'est pas le même ratio, hein, déjà. On est d'accord. Et moi, j'ai tendance à favoriser de parler en pourcentage plutôt qu'en Mmh. kilos, plutôt qu'en chiffres absolus. Mmh. Toutefois, je comprends ce que tu veux dire et je vais répondre dans ce sens. Oui, on a des écarts de poids qui peuvent traduire une incohérence. Et c'est une incohérence puisque quand j'en parlais également avec un préparateur physique il y a pas si longtemps. Lorsqu'on a un delta aussi important, il est bien évident que les sensations que nous aurons, dans la cage, sur le tatami, sur le ring, sont-elles les sensations dans le sens les appuis, la force, la puissance, l'explosivité, là on s'est pas entraîné à l'année sur un poids qui ressemble à ça. Mmh. Donc on a même une perte de nos repères, Mmh mh. hem et ça fait partie du travail, de l'éducation, de la redondance. Voilà. Et comment du coup tu accompagnes un athlète, dont le poids, naturel ne correspond pas forcément à sa catégorie avec ces écarts, C'est aussi, limite, énormes? ma spécialité, Mathilde. C'est-à-dire que moi, je suis spécialiste de nutrition sportive dans les sports à catégorie de poids et le surnom qu'on m'a donné, c'est pas moi qui suis allée me le chercher, hein, c'est la reine du cutting. Mmh. Parce que, on a fait, des 10-15, 18 kilos en des 3-4 semaines et ça D'accord, peut enfin paraître fou, fou, mais ce qu'il oui, faut c'est comprendre, c'est important. que les athlètes ne cherchent pas à rester à ce poids-là. C'est pour rentrer dans une catégorie de poids. Alors je ne vais pas aborder les règles, les «jugements» entre guillemets, c'est de la triche et cetera. Mmh. Des fois, il y a des contextes un peu plus complexes que le grand public ne voit pas et c'est pas pour, dédouaner, c'est pas voilà. Des fois, c'est la chance d'une vie d'un athlète Mmh. qui revient peut-être de blessure et donc Mmh. il n'a pas pu s'entraîner, donc oui, il a eu une prise de poids. Parce qu'il faut savoir que ce sont des athlètes de haut niveau, donc quand ils ne s'entraînent plus, le mental, il en prend un coup et bah, comme beaucoup, ils peuvent, se consoler un petit peu sur la nourriture. Puis le corps n'a pas l'habitude d'être en repos, donc c'est un corps qui va prendre du poids de façon très, très Mmh. rapide. Donc il se peut qu'il soit au-dessus de son poids de forme de façon, voilà, qu'il y ait un Mmh. contexte et imagine, on l'appelle. C'est la chance de sa vie de combattre Mmh. contre quelqu'un. Tu crois qu'il va dire Mmh. non? Et donc Ben, c'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec des écarts de poids qui sont, mmh. incroyables. Mais ça, le grand public le voit pas toujours Mmh.
et je comprends, hein, je n'accuse pas, mais j'aime bien rétablir aussi un peu Ouais, mais tu raison, de on est là faits. pour ça. Ouais. Hem, Je voulais parler du du cutting justement, te Oui, relancer sur le cutting parce que, oui, tu en as parlé. On est d'accord que le cutting, parfois, fait peur, fascine et choque aussi. Comment tu définis, le cutting, ou tu le définirais plus exactement quand il est bien fait? oui, bah, je le définis, je j'ai pas besoin de mettre de conditionnel. Le cutting, pour se rappeler, c'est, d'après moi, d'après ma définition, Mmh. OK, c'est l'ensemble des étapes pour perdre du poids à un moment donné. Donc quand je dis l'ensemble des étapes, ça veut bien dire qu'il y en a plusieurs, là où on pense toujours qu'il n'y en a qu'une, et je reviendrai. Donc l'ensemble des étapes pour perdre du poids en un temps le plus bref possible, pour une date donnée, et d'en Mmh. reprendre de façon raisonnée pour être au maximum de ses capacités physiques, intellectuelles, cognitives le jour du combat. Ap Moi, je m'occupe essentiellement de combattants, mais il faut savoir que le cutting, on le retrouve en haltérophilie, en Bien sûr, powerlifting, voilà, on a ça mais pour c'est moi, c'est ça le démocratisé. cutting, et donc il se décompose en plusieurs étapes. La première étape, c'est une perte de poids via l'alimentation. Donc on joue sur les réserves, hem, sur la masse grasse, on va dire, même si on perd jamais 100 de gras, hein. Il y a toujours une Mmh. perte au niveau de masse musculaire. L'idée, c'est d'en perdre le moins possible sur la masse musculaire, et c'est là tout l'enjeu, parce que plus un régime est drastique, draconien et rapide, plus c'est la masse musculaire qu'on perd, et nous, on ne veut pas Mmh. la perdre. Donc toute Bien la sûr. stratégie, elle réside ici. Hem, donc ensuite, ça, c'est sur la majorité du temps. Ensuite, dans les Mmh. jours qui précèdent, alors ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, on va commencer à diminuer les apports hydriques et à avoir une Mmh. déshydratation forcée, et souvent les personnes pensent que le cutting, c'est que ça, alors que non. Sur l'échelle de temps, c'est vraiment un espace-temps bien précis. Ça peut passer par des méthodes, de sudation, donc Coué, sauna, bain, voilà. Il y a des techniques comme ça de sudation. Ensuite, on valide la pesée. Et ensuite, on se réhydrate, on se réalimente pour reprendre du poids, mais en reprendre pour en reprendre, n'a aucun intérêt stratégique. Donc Mmh. là aussi, il y a des protocoles. Pour chacune de ces étapes, il y a des protocoles. Voilà, D'accord, selon moi, ce qu'est le cutting. OK, et pourquoi il y a autant d'échecs et de dérives? Bah, parce qu'ils sont pas venus, chez moi. C'est une très bonne réponse. Quels sont les Je les rigole, les je rigole. La quels question sont est trop importante pour que je la prenne en rigolade. L'idée, en fait, c'est que nous avons aujourd'hui une augmentation des médias, des pay-per-view, notamment dans des disciplines comme le MMA. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, des courses aux sponsors, on a cette, visibilité qui a toujours été là, mais qui mmh s'accentue. Et en parallèle de ça, plus un athlète a le facteur, X, plus il sait faire, parler de lui, plus il va être remarqué par les sponsors, les médias. Donc, on a déjà, dans un premier temps, cet aspect-là. On le garde, on le met de côté. En parallèle de ça, on a donc toute une génération, d'athlètes qui se disent: «OK, lui, il est capable de faire, -10, -12, -15, kilogrammes. Donc, j'ai l'impression qu'on sous-cote totalement la difficulté d'une perte de poids, qu'on normalise des pratiques qui, bien encadrées de façon raisonnée, restent OK, mais ce n'est pas parce que c'est OK dans le sens où on n'est pas en train de, saccager la santé de l'athlète que ça veut Mmh. dire que c'est facile. Mmh. J'ai l'impression qu'on normalise quelque chose qui reste quand même extrêmement difficile. Tous les athlètes le disent, le premier combat, c'est le poids. Mmh. Tous le disent, autant ils kiffent se taper, sur la gueule, hein, voilà, on va dire Mmh. les termes. Mais diminuer, l'alimentation, ça, aucun n'aime ça. Et puis même nous, on n'aimerait pas en fait, on a envie de manger ce qui nous fait plaisir. Bien sûr. Le fait de banaliser, de normaliser des: «Oh bah -8, OK, bah 8 jours, 8 kilogrammes», puis c'est n'importe quoi. Mmh. Mais à force d'entendre ça, puisque
je pense que comme tout le monde, on reste avec avec nos fréquentations. Mmh. Si tout le monde arrive à le faire, pourquoi pas moi? Ah donc normaliser, cela, ça nous amène à avoir de plus en plus de démarches, extrêmes et cet extrême plaît aux médias. C'est pour ça que je dis: «On va se le garder» et ce Mmh. cocktail-là, malheureusement, est néfaste pour la nouvelle génération, hem, qui n'a pas forcément les mêmes codes et donc faut refaire ce travail de pédagogie chaque fois avec les nouveaux arrivants. Déjà vu un cutting mal fait qui aurait pu très, très mal, se terminer? Oui, moi-même j'en ai eu et alors, je vais préciser mon propos. Moi-même, j'ai déjà eu à faire face à ça. Donc c'était une personne que je n'avais pas eue en consultation. Je ne me suis absolument pas occupée de son cutting. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo, témoignage. Mmh. Tout ce que je sais, c'est qu'un soir, dans une heure assez avancée, j'ai reçu un appel et moi qui ne réponds jamais au téléphone, c'est pour ça que j'ai toujours dit: «Cette personne, il y a eu un ange gardien sur cette Mmh. personne». Je sais pas pourquoi j'ai décroché et là, dès les premières secondes, j'ai compris ce qui se passait et c'était un athlète qui m'appelait de la part de quelqu'un d'autre et là, je lui ai posé 2-3 questions, la lucidité n'y était pas, la voix elle était enfin, i je lui ai posé 2-3 questions. Mmh. La lucidité n'y étant pas et vu, le malgré les réponses que j'avais pu en décoder, j'ai appelé son manager que je connaissais, Mmh. qui n'était pas là. Bref, on a réglé le truc, donc c'est quelqu'un qui n'a pas combattu, mais moi je l'ai toujours, dit, ressenti. Je suis convaincue que je lui ai sauvé la vie ou en tout cas évité un de lourdes conséquences. Donc D'accord. oui, complètement, j'ai déjà vu ça, et après la presse, s'en charge. Que ce soit chez des Français, que ce Mmh. soit à l'international, aujourd'hui on le voit. Je voulais, parler avec toi, de la culpabilité. Est-ce que, tu observes une culpabilité, fréquente, liée à l'alimentation chez les combattants? Tout dépend le profil. La culpabilité lorsqu'ils sont, par exemple, en plein cutting et puis certains me disent: «Oh j'ai craqué, j'ai mangé un gâteau». Bon, j'ai un petit peu de bouteille, donc lorsque je fais un plan alimentaire, j'intègre toujours ça dans les calculs. Donc à chaque fois, ils le savent, je dis: «OK». Limite, ça fait partie tout à l'heure, tu me demandais aussi un peu mon qu'est-ce qui de mon vécu, est intégré dans mon Mmh. approche? J'ai Mmh. oublié de mentionner ça, mais il y a aussi ça. Mmh. Je suis assez gourmande et épicurienne, donc le côté très, ascète comme ça, très peu Ouais. pour moi. Donc tant qu'on peut faire rentrer des aliments plaisir aux athlètes qui ne vont ça ne va pas porter préjudice à la stratégie, voilà, ça fait partie Mmh. des choses que je fais. Donc lorsque je reçois un message, j'en ai encore eu un il y a quelques jours, l'athlète il me dit: «Bon Cécile, j'ai craqué, j'ai compensé comme si», donc il allait se buter à la salle de sport. Après j'ai dit: «Non s'il Mmh. te plaît, Mmh. pas de compensation». Mmh. Parce que quand on commence à culpabiliser, à compenser, Mmh. c'est là où on rentre dans un autre engrenage qui peut être compliqué. Et la culpabilité se retrouve essentiellement, chez les personnes, atteintes de TCA, donc les troubles des conduites alimentaires et là, c'est une autre approche. C'est pour ça que je dis: «Il faut distinguer». Quand on a Mmh. une personne qui a un rapport plutôt sain à l'alimentation, mais là, il y a un objectif très précis et 10 jours ou 8 jours avant sa pesée, qui a Mmh. un petit craquage, c'est une forme de culpabilité, mais limite, c'est normal d'avoir cette culpabilité-là. Ça veut dire qu'il tient à son projet, il y investit, mais en même temps, il Mmh. reste humain, tu vois? On est Mmh. Mmh. En revanche, quand on est sur les troubles des conduites alimentaires et que, la nutrition devient justement une culpabilité limite permanente, Mmh. obsessionnelle, au point de se cacher pour manger, là, c'est un autre ressort, c'est un autre registre qui se doit d'être traité de façon complètement, différente. Et justement, comment on peut aborder la question des TCA dans les sports de combat sans stigmatiser, mais sans banaliser non plus? Alors la réponse, Mathilde, je vais te dire, j'apporte souvent la même. Mmh mh. À savoir que déjà, ça dépend où en est la personne. Nous, professionnels, on peut constater qu'il y a des TCA. La personne peut rester dans un déni. Mmh.
Donc déjà, ça dépend de son recul sur soi-même Mmh. et son objectivité. Parce que c'est pas la même chose quand tu as une personne qui est pas consciente qu'elle a des TCA. Tu comprends? Ouais, bien sûr. Voilà. Et ensuite, il y a une autre étape qui est que seul, on ne peut pas traiter, des TCA. Et ça, c'est un discours, j'ai jamais changé, là-dessus. Autant il y a des choses, j'ai beaucoup évolué, autant d'autres, moi, Cécile, seule et même avec les meilleures des Mmh. connaissances, compétences, c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que les troubles des conduites alimentaires relèvent aussi d'une Mmh. dimension psychologique. Je ne suis pas psy, OK? Ça dépend aussi de l'entourage de la personne et on ne peut pas être avec, la personne H24. Donc c'est une approche qui est pluridisciplinaire. Mmh. L'athlète doit travailler, le psy ou un coach, enfin, il y a cette partie-là qui doit être prise en charge. Il y a l'entourage qui doit Mmh. intervenir. Moi, je vais venir apporter des clés en disant voilà, mais bien en venant déconstruire, parce que les TCA, Bien il y a sûr. beaucoup de pensées, de croyances, on va Ouais, dire, ouais. là-dessus. Donc mon job va être de dire: «OK, tu vois, quand tu Mmh. manges ça, bah, ça se passe bien en fait, Mmh. donc Mmh. tranquille». Mais ça s'arrête là. Mmh. Je peux pas revenir sur, un historique, un passif, je n'ai pas ces compétences. Donc l'approche, c'est la suivante, Mathilde. À partir de quand justement, quand il y a des TCA, de tenir à tout prix, hein, tenir, de pas se laisser embarquer, bascule, hem, d'un mental fort à une espèce de d'autoviolence, hein, quelque part, hein, parce que c'est une lutte, permanente. La question, elle est ultra pertinente. On est sur des sports de combat. On est des guerriers. Combat. Mmh. Hem, on doit être fort. On doit être fort à l'entraînement. On doit dominer son partenaire d'entraînement, dans le respect, bien entendu. Mais quand on a un combat qui arrive, si déjà ton partenaire d'entraînement te domine, Mmh. comment dans ta tête tu peux te dire: «Bah, sur le ring, quand j'aurai quelqu'un le vrai adversaire, je vais être encore meilleure alors que je suis dominée à l'entraînement». Donc déjà, c'est pas possible. On est sur des sports qui font mal. Mmh. Enfin, c'est la plupart des sports, sont douloureux. Tu regardes les pieds d'une danseuse classique, c'est pas joli, joli, quoi. Non, Donc c'est pas bien terrible, sûr ouais. que c'est douloureux. Et c'est là où d'ailleurs je trouve ça fascinant tous les sports artistiques parce que non seulement c'est douloureux, mais il y a une grâce, il y a une élégance qui en ressort, elle ne montre rien. Donc bon, qu'est-ce qui est le plus violent? C'est un bon sujet aussi. Justement, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que la culture des sports de combat favorise parfois la souffrance au détriment de la lucidité et de la santé mentale, en fait? Donc justement, pour compléter le propos, nous on reste sur des sports de combat. Donc avoir mal fait partie du contrat. Et à quel moment on a le droit d'exprimer qu'on a mal? À quel moment on rentre dans, je me plains, je pleurniche, je suis pas assez fort? Et c'est là, en fait, qui est la difficulté, c'est là où on a la force de l'entourage. On a un entourage qui va être là pour nous soutenir, nous motiver, aller vers l'avant. Généralement, ce sont des qualités que nous, enfin, je me mets dedans, que nous, combattants, on a. On a rarement besoin d'avoir quelqu'un qui nous pousse à aller, encore plus dur, encore plus loin. C'est vraiment comment dire? Le leitmotiv qu'on retrouve chez Mmh. absolument Tous tous les les combattants. combattants, voilà. Et que ce soit à l'entraînement ou dans la vie. Mmh. Combattant/ des battants, tu vois? Mmh. On se bat dans la vie. Donc c'est, c'est une forme de je peux pas dire une violence interne, mais c'est là. C'est un mouvement interne qui nous pousse à, ne pas forcément toujours nous écouter. Mmh. Parce que c'est aussi ça, c'est aussi une réalité, c'est aussi la vie. On peut pas tout le temps s'écouter, quoi. À un moment donné, il faut y aller. C'est comme dans absolument toutes les sphères, que ce soit professionnel, à un moment donné, bah, faut y aller. Bon, je parle beaucoup avec les mains, hein, Il y a pas de souci. mais voilà, tu vois, quand je fais ça, ça veut tout dire. À un moment donné, il faut y aller. Donc on Oui, ne mais peut pas, au détriment de ta santé mentale, voilà. Et voilà, c'est ça. c'est là, en fait, où il y a une forme de zone grise. Mmh.
C'est-à-dire qu'il y a une partie où ça va se confondre et c'est pour la raison pour laquelle je Mmh. parlais de l'entourage, c'est ça. L'entourage pour moi va être, le garde-fou. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'on a des personnes qui se butent tout le temps à l'entraînement, jamais capables de lâcher, des entraînements tous les jours, alors qu'on Mmh. sait qu'il faut au moins un jour de repos ou de récup active, Mmh. Mmh. heu, mais certains ne se le tolèrent pas, ne se le permettent pas, de peur De de, perdre le niveau? A, B, C, D exactement. Je dis des lettres tellement il y a des arguments qui peuvent Il y en a être plein, ouais. variés et oui, c'est l'entourage qui va être ce garde-fou. Donc cette violence, cette santé mentale, si tu veux, si nous n'avons pas la capacité nous-mêmes de nous lire, parce que parfois, comme je te disais, c'est un mouvement qui fait qu'on ne peut pas toujours se lire et puis c'est dur d'être objectif avec soi-même, hein. Là, c'est pour ça qu'avoir un regard extérieur, mental, comme la préparation mentale est important. Complètement, complètement. Ça arrive de plus en plus chez les combattants aujourd'hui et tant mieux. Mais c'est vrai que c'est comme la nutrition, hein, ça prend du temps à s'installer doucement mais sûrement. Et le lien avec l'entraîneur est aussi très important. On a des athlètes qui sont vraiment très liés à leur entraîneur. Il y a une vraie relation, paternelle, fraternelle ou un peu oncle, Mmh mh. tu vois? Un ascendant comme ça. Hem, c'est le mentor et on va avoir des personnes très bienveillantes. Fermes, mais bienveillantes, comme un parent. Bien sûr, Et autant on peut avoir ce côté positif-là, autant on peut avoir l'exact opposé. contraire. Faut considérer qu'il n'y a jamais de neutralité. C'est soit très, très bien, soit compliqué. Et donc on a déjà eu j'ai eu vent, mais à maintes et maintes reprises, de relations limite toxiques. Avec des entraîneurs culpabilisants qui me disent: «Bah, regarde, si les autres le font, toi tu peux», à avoir des injonctions hyper, dures et être positionner l'athlète dans la culpabilité. Mmh. Très, très, très souvent, ce sont Mmh. des athlètes féminines assez jeunes Mmh. avec un ascendant masculin, donc je ne veux rentrer dans aucun débat, hein. C'est un J'entends. constat, Oui, oui, d'accord? c'est factuel. Hem, voilà, donc où l'athlète féminine n'a pas les moyens, Mmh. l'assurance, Mmh. suffisante pour se défendre et ça se traduit très souvent par, Mmh. oui, de très nombreux TCA, une très, très grande culpabilité, un Et point puis mort dans ça fait baisser la confiance surtout. complètement, un point mort dans la carrière de l'athlète, avec, ça peut être plusieurs mois, voire 1 an, 2 ans d'années sabbatiques Mmh. pour se reconstruire. Parce qu'encore une fois, on est censé être la meilleure arrivée, donc en toute confiance, en toute sérénité dans le combat et surtout, lorsqu'on va combattre, qui est dans le coin? C'est l'entraîneur. Donc si on n'a pas cette relation-là de confiance, si on a plus peur de son jugement Ah, que c'est pas la peine. qu'autre chose, voilà, ça induit beaucoup de choses. Donc encore une fois, l'entourage, Et c'est hyper important. primordial. Je suis bien d'accord avec toi. J'aimerais bien qu'on parle de toi en tant que chef d'entreprise, hein. Comment tu es passée de l'experte à la chef d'entreprise? À quel moment tu as compris que ton impact passerait aussi par la formation et la structuration de ton entreprise? Alors ça peut paraître étonnant, en préambule, je t'ai dit, ça s'est fait par, opportunité. Et j'en parlais encore hier. Ça fait que très peu de mois, Mathilde, que je me considère, entrepreneur. D'accord. Pendant toutes ces années, je me suis vue, alors pas au départ, pas forcément experte. En tout cas, au départ, coach Mmh. et puis après en montant en compétences, j'ai compris mon expertise en étant sollicitée par des préparateurs physiques, des entraîneurs, des athlètes, avoir de plus en plus de questions. J'ai j'ai pris confiance moi aussi dans cette posture d'experte et c'est surtout celle-ci qui m'a caractérisée, Mmh. pardon, pendant des années, des années, des années. La formation, elle existe depuis 5 ans, mais je ne l'ai pas, lancée dans une dimension d'entrepreneuriat. Je l'étais, hein, mais sans le Mmh. savoir. Je n'incarnais pas encore cette posture. Donc pendant des années, il y a eu l'expertise qui s'est cumulée, l'expertise et la formatrice que j'étais, justement pour structurer le métier, mais j'en parlais très peu. Je Mmh. continuais essentiellement dans ma communication à travers les réseaux sociaux notamment à
éduquer via des posts, mais je n'avais pas une stratégie purement comme un entrepreneur pourrait avoir de marketing, des tunnels de vente, enfin Mmh. tout ce qu'on connaît maintenant. Moi, j'ai une base de données. À chaque fois, je fais je fais hurler les experts en marketing de plusieurs milliers de personnes, c'est en 5 chiffres, hein, Mmh. qui en base email et j'ai dû envoyer 3 emails marketing, en bientôt 15 ans d'activité. C'est bien. Oui, en fait, si tu veux, j'ai de la chance. Le bouche à oreille a toujours énormément fonctionné pour moi. J'ai toujours eu un calendrier de consultation qui était bien rempli. La formation, j'en parlais de temps en temps, je disais: «Eh oh, c'est là!» donc j'avais des personnes purement passionnées qui venaient. Mais je n'allais pas créer le Mmh. besoin, voilà, j'avais pas de stratégie à proprement parler et ça a changé il y a quelques mois, hein. On est en mars et ça a changé en novembre. Donc D'accord. sur, bientôt 15 ans. Donc c'est assez nouveau pour moi, hem et encore une fois, je mettais des choses en place, je me formais, j'ai investi beaucoup, beaucoup d'argent, dans plusieurs, dizaines de milliers d'euros Mmh. pour développer des compétences. Certaines que j'ai acquises par, non-choix. En étant solopreneur, bah oui, tu fais tes posts. Bon et puis comme j'aime bien que les choses soient alignées, avec les jolies Mmh. couleurs, nanani nanana, j'ai Mmh. commencé à Mmh. faire des posts meilleurs limite que certains community managers Mmh. et j'ai essayé d'embaucher des community managers, j'en ai pris beaucoup, enfin j'en ai testé beaucoup Mmh. et c'est pas que je suis exigeante, mais pour moi il y a des prérequis, Ça heu ne te reflétait pas. ah non, j'ai toujours vendu des prestations quand même assez Mmh. premium, donc Mmh. ma communication se devait d'être Mmh. premium. Quand il y a des fautes d'orthographe, les choses sont pas alignées, il y a pas de points, enfin, c'est non, 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 non. Quand ça fait cheap, non. Donc j'ai préféré reprendre. Donc j'ai développé des compétences dans absolument, bah, tout, comme absolument, je pense, tous les solopreneurs, donc j'ai développé des Exact. compétences pour me filmer, pour, créer mes posts, pour créer, tous mes scripts sur les justement les réels qu'on peut voir, sur, des landing pages, le site internet également, sur tout, la compta, enfin tout, 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 tout. La comptabilité, c'est tellement Mais, sympa. après c'est important et en fait, c'est quelque chose finalement j'ai mis du temps à avoir ce switch. Moi, je suis un bon taureau, donc je suis assez lente, hein, avant de prendre une décision très engageante, mais une fois qu'elle est prise, il y a plus de retour arrière possible. Et donc, voilà, novembre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai définitivement arrêté les consultations, après plus de 10 ans quand même de prise en charge. Je l'ai présenté sous un autre format, donc une plateforme. Je dis: Mmh. Je n'abandonne pas les athlètes, mais c'est Ouais, sous bien une autre sûr. forme. Je je suis pionnière dans mon métier. Donc là, il y a quand même un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle qui a débarqué dans notre ère et qui Mmh. ne s'arrêtera pas. Donc il est Mmh. hors de question que je sois à la traîne. Donc Mmh. j'ai utilisé l'IA pour justement, intégrer toutes mes formules, toute mon expérience, tout, 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 tout. Je le disais récemment, j'ai injecté mon cerveau dedans Mmh. et donc je fais des plans alimentaires où l'IA va construire en grande partie et moi quand même derrière, je vais checker. Bien Et sûr. puis après le suivi, tout se fait automatiquement. Enfin, c'est un outil qui est formidable. Il en plus, il est très, très beau. Moi, c'est il est ultra pratique parce que moi, je dis: «C'est Cécile dans sa poche», quoi. Donc ça, c'est chouette. Hem et donc pour en revenir à la dimension purement entrepreneuriale, lorsqu'on crée sa société et qu'on veut la faire grossir, ensuite, il faut savoir piloter. Donc le fait d'avoir pu développer toutes ces compétences, même si, c'est assez récent ce turnover, ça va me permettre d'encore mieux piloter mes équipes. Ça va me permettre d'avoir des cahiers des charges beaucoup plus précis, là où avant, je pensais que c'était compris. Tu es Sauf que entouré tu entouré de combien de personnes du coup? alors là, je suis entourée de je sais pas si on peut dire entourée. Je collabore, donc c'est un indépendant, avec quelqu'un qui est en train de me faire, toute une aide sur la dimension stratégique. Qu'au départ, j'étais coach, puis experte, puis Mmh. formatrice et maintenant je me considère justement entrepreneur dans le secteur de la nutrition sportive, des sports de combat. Mmh. Donc c'est Mmh ultra mh. niché et pourtant j'y crois, c'est un beau projet parce que justement il y a on l'a dit, il y a tellement de besoins, il y a tellement de croyances, il y a tellement de choses à faire que je suis C'est ça. convaincue que ça peut aboutir donc voilà. Pour conclure, cet échange, riche
Heu, Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui? C'est plus, alors il y a quelques mois, je t'aurais, donné un conseil, sur la nutrition. Aujourd'hui, comme mon paradigme, il a changé, hem, j'ai souvent dit que je voulais être, une source pour ma fille. Il y a une période de ma vie, qui a été complexe, Mathilde, sans rentrer dans les détails, mais tout le monde ne s'en relève pas et en fait, très, très longtemps, on m'a demandé de porter une sorte de «d'étendard» entre guillemets, pour porter la voix des femmes ou de personnes qui pourraient se retrouver dans des épreuves de vie qu'hélas beaucoup de femmes, Mmh. peuvent avoir et je me retrouvais pas dans ça. Je ne voulais pas justement être vue à travers cet angle, à travers ce prisme et je continue d'avoir cette posture. C'est-à-dire que je veux qu'on me voie pour ce que j'ai apporté, dans mon travail, si j'ai pu, heu, tu sais quand tu reçois des messages d'hommes, de femmes qui te disent, «Grâce à toi, ça a changé ma vie, ta formation a Mmh. changé ma vie, Mmh. ton regard sur l'alimentation a changé», donc Mmh. ça, c'est ultra gratifiant. Mais donc ce que j'aimerais, plutôt laisser, puisque je t'ai demandé qui étaient tes auditeurs, tu m'as dit: «Ce sont quand Mmh. même» il y a des hommes, il y a quand même beaucoup d'auditrices, c'est de croire en soi. On a tous des moments difficiles et moi ce qui m'a tenue, c'est que je visualisais un tunnel Mmh. plutôt sans fin, mais je voyais une toute petite lueur. Ça m'a mis des années, hein, pour en sortir. Je pèse mes mots, des années, Mmh. mais je m'accrochais à cette lueur. Et c'est vraiment ça que j'aurais envie de transmettre. Quoi que, vous ayez comme objectif, quoi que vous ayez comme ambition, quoi que les personnes puissent vous dire, de garder cette détermination-là, si et seulement si, vous sentez qu'au fond, là, ça vous anime. Parce que moi, Mathilde, j'aurais pu tout arrêter, suivre les pressions de certains, les conseils d'autres. Hem J'aurais pu retourner, vendre des ascenseurs où j'avais un job Mmh. absolument confortable, ultra bien payé et je me suis dit: «Merde quoi, non, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas, je suis douée dans ce que je fais. Je sais que j'ai de l'impact, je sais que ça peut aider, donc non» et je me suis donné un temps pour que ça refonctionne. Ça a pas été simple. J'ai relevé les manches, je l'ai déjà dit, moi, je suis allée faire des ménages Mmh. pour pouvoir, tenir les 2 bouts, pour pouvoir garder un toit sur ma tête. Moi, j'élève, je suis une maman, solo, donc j'élève ma Mmh. fille toute seule depuis, de nombreuses années parce que je croyais à mon projet. Tu vois, je te parlais de ma fille, donc il y a mon livre là qui est sorti il y a quelques mois. La première page, j'ai écrit quoi? À ma fille. Mmh. Parce qu'à la base, pendant des années, c'était dans son regard. Je voulais qu'elle voie ce que c'est que croire en soi, croire en ses projets et aujourd'hui, ça y est, j'arrive à sortir du seul prisme de mon enfant, qui restera toujours le premier. Hein. Tu es une Bien maman, tu sais de sûr, quoi on bah parle. oui, oui, oui. Mais en effet, si maintenant ça peut aussi, toucher d'autres, personnes, bah, j'en serais ravie. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie de transmettre, De croire en soi. de croire en soi. Merci beaucoup Cécile. Merci à toi.